n'est pas tout le temps c'est pas une guerre tout le temps aussi. On connaît nos compétiteurs, puis il y a des choses que nos compétiteurs font bien aussi. Mais ce que je désole, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient des plans manufacturiers à Montréal, à Toronto, à Vancouver, puis du jour au lendemain, d'ici 15 ans, on a juste décidé, bon, on va faire des méga usines au New Jersey, au Massachusetts, à New York, des choses comme ça, puis ils regroupent tout ça, puis ici, bon, eux, puis ils récoltent justement les fruits de notre économie sans y participer de leur côté, puis en ayant un espace. Puis ça, c'est les gens que je pense qui doivent être pénalisés là, dans l'équation. Là. Hey, bon matin Félix, bon matin Damien. Bon matin. Ouais. Je me permets de vous présenter et vous laisser vous présenter, en fait, Damien Silès, qui est PDG du Conseil québécois du commerce de détail depuis 2 ans, 3 ans? Presque 3 ans. Déjà 3 ans? Oui. Et non seulement ça, mais c'est la 2e fois que tu viens au Balado Lauréat Boutique. J'ai hâte à la 3e. C'est comme une carte chouchou, à tout le monde en parle, c'est un petit peu ça. Mais tu viens, aujourd'hui, on va explorer autre chose dans la discussion et on a Félix pour nous accompagner, Félix Buisson, qui est vice-président des ventes pour Société Laurentide et je pense copropriétaire. Copropriétaire, oui. OK, depuis? Ça va vite, à peu près 3 ans et demi. Donc, c'est une entreprise familiale. Je suis la 3e génération. OK. Donc c'est ça. Ça fait 3 ans et demi que je suis maintenant copropriétaire avec André, qui est notre président, qui est aussi mon père. OK, bien félicitations pour ça. Hein? Prendre le relais d'une entreprise familiale, c'est super. Pardon. Parce que le reprenariat, on sait en plus que c'est un sujet assez chaud au Québec actuellement. Pour le bénéfice de nos auditeurs, Damien, réexplique-moi le Conseil québécois du commerce de détail. Qu'est-ce que c'est exactement et comment ça agit là, dans notre économie québécoise? Wow! Combien de temps j'ai? Donc, le CQCD, à la base, a 47 ans d'existence. On est le plus gros organisme représentant les commerces au Québec. Et le but est de les accompagner, de les écouter, de les représenter et de voir de quelle manière on peut innover. On en parlera avec des projets comme Rebond et prendre des risques pour amener des nouvelles solutions. Donc, on a à peu près 6000 commerces qui sont membres et le but est vraiment, avec mon équipe, au-delà de donner des accompagnements professionnels, d'avoir la possibilité de faire des événements. On a notre sommet auquel vous participez, qui est le plus grand sommet du détail à Montréal. Cette année sera le 18 novembre. J'ai fait ma publicité. Et on fait du montage. On fait des représentations gouvernementales. La semaine prochaine, c'est le budget provincial qui va être présenté. Donc, on fait des mémoires budgétaires pour justement représenter et voir de quelle manière on peut aider ce groupe et les commerçants. Juste pour finir, c'est 178 milliards de dollars de ventes en 2023. On va dépasser les 180 milliards de ventes cette année, en 2024. C'est à peu près 650 000 emplois, donc le plus gros employeur du Québec. Et 80% de ces commerces ont moins de 20 employés. Donc, c'est vraiment beaucoup de petits commerces. Beaucoup de petits commerces. Fait que toi, dans les commerces qui sont dans le Conseil québécois, c'est autant des très grandes bannières, par exemple, que des commerces le plus gros et le plus grand qui est Couche-Tard, avec des milliers d'employés, je crois que c'est 23 ou 25 000 commerces dans le monde, à des petits commerces de quartier, donc dans toutes les régions. Le défi, c'est de représenter toute cette diversité-là. Tout à fait. Et on va parler d'initiatives, comme tu as dit, Rebond tout à l'heure, parce qu'il y a des beaux liens à faire avec Société Laurentide. Société Laurentide, pour ceux qui ne connaissent pas, explique-nous un peu. Oui, en fait, Société Laurentide, c'est une entreprise de 75 ans d'existence. On a fait beaucoup de choses différentes à travers le temps. 75? 75 cette année. 47, 75. Oui, trompant. En fait, mon grand-père disait toujours, dans les années 60 au Québec, si tu voulais faire de la croissance, il fallait que tu fasses de la diversification. Donc, lui, son background, c'est ça. C'était quelqu'un qui avait un background en chimie. Donc, on a touché à vraiment beaucoup de choses. Je vais vous épargner la version longue de l'histoire. Aujourd'hui, on est impliqué principalement dans 2 volets, Société Laurentide et la compagnie mère. Il y a le volet environnement, donc qui s'appelle Laurentide Environnement, qui s'occupe du recyclage de peinture, batterie, triage de produits domestiques dangereux, huiles usées, fluo compacts, qu'on gère pour certaines parties de l'Est du Canada. L'autre volet, c'est peinture Laurentide, que les jeunes connaissent souvent un peu mieux. On a 2 volets dans ce secteur-là. Le volet peinture industrielle, c'est des produits qu'on va vendre directement aux manufacturiers en usine avec des garanties prolongées, des choses comme ça. Des produits un peu plus de performance, je dirais. Là.
Puis la partie commerciale qu'on appelle dans l'industrie architecturale, donc peinture Laurentide, où est-ce qu'on a nos marques de peinture commerciale à nous et qu'on commercialise aussi une peinture recyclée qui s'appelle Peinture Boomerang, qu'on vend dans plus de 1500 points de vente au Canada. Puis est-ce que parce que tu parles de peinture recyclée, est-ce que vous êtes les seuls à faire ça, de la peinture recyclée? Je dirais qu'on est certainement un pionnier mondial dans ça. C'est quelque chose c'est une industrie qui est assez récente. Il y a quelques joueurs qui se sont mis en place en Amérique du Nord dans les dernières années. Okay. Nous, on fait ça depuis 35 ans. C'est un programme qu'on a commencé à mettre en place en partenariat avec Normand Maurice, qui était le père du recyclage au Québec. En fait, les gens dans la région de Victoriaville le connaissent bien. C'est une figure locale assez reconnue. Puis bon, son approche à Normand, à la base, il a commencé plusieurs programmes, mais il souhaitait trouver des façons de donner des emplois ou justement de la motivation à certains élèves qui avaient de la difficulté à l'école. OK. Puis, bref, à partir de ça, il y a parti un programme de recyclage de papier qui était le premier programme qui avait parti en partenariat avec, je ne me trompe pas, avec Cascade, je pense à l'époque. Puis, bon, à travers ça, il y a eu le programme de recyclage de peinture. Puis, rapidement, il gérait ça à même le réseau scolaire, là, justement, la commission scolaire d'Arthabasca, si je me trompe pas. Puis, à un certain moment, c'est juste devenu trop à gérer. Là. Les volumes commençaient à monter rapidement parce que, à l'époque, le produit... À l'époque, quand tu dis époque, c'est quelle époque? À peu près 35 ans, okay. Je dirais, même 40-35 ans dans ce coin-là. Puis, à ce moment-là, un des plus gros déchets, justement, qui allait à l'enfouissement et qui avait le plus gros impact sur l'environnement, c'était la peinture parce qu'il y avait vraiment zéro débouché. Puis, en bout de ligne, tout le monde avait des restants de peinture chez eux. Puis, le réflexe, c'était juste d'envoyer ça à la poubelle. C'est fait. Fait que c'est là qu'on s'est impliqué. Nous, on avait une expertise justement de fabricant de peinture, donc on comprenait la matière, on ne faisait pas juste la transformer. Puis ça a été un travail quand même de longue haleine avec de bâtir justement un réseau, de bâtir la crédibilité d'un produit justement recyclé. Nous, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que c'est un produit sans compromis. On est capable de vendre une peinture qui est recyclée, qui est bon pour le portefeuille, puis qui est bonne pour l'environnement parce que vu qu'elle fait partie elle constitue de matière recyclée, essentiellement, elle est moins chère. Puis, au niveau performance, ça se compare avantageusement à une peinture moyenne gamme dans l'industrie. Donc, moi, je le considère comme étant un win-win-win. Puis, c'est quelque chose qu'on est capable de bâtir sur beaucoup, beaucoup d'années avec beaucoup de succès. Au Québec, présentement, on est le seul manufacturier de peinture recyclée. Est-ce que je me trompe ou la peinture recyclée, c'est pas nécessairement un produit qui est connu du consommateur au Québec? Bien, je dirais que c'est certain que la plupart des bannières, de la façon qu'ils fonctionnent, ils ont des produits, ce qu'on appelle flagship, là, qui vont mettre de l'avant. C'est souvent, ils ont des partenaires avec des compagnies de matière de produits vierges qui, parce que veut pas, selon la façon qu'on le considère, la peinture recyclée reste un produit un peu de spécialité. C'est pas un produit qui va être teintable, qui peut offrir toutes les couleurs nécessairement, mais on a une sélection de couleurs qui est sélectionnée par un designer qui répond à, je dirais, à 80% des besoins. Donc, ça fait quoi un éventail de couleurs qui répond aux besoins? C'est à peu près, je ne me rappelle plus exactement, on est rendu juste à peu près 16 couleurs, je pense, qu'on offre. Puis vraiment, ils sont sélectionnés. C'est pas juste, on passe les couleurs qu'on reçoit, là, puis comme ça, c'est vraiment, on fait une amalgamation, puis on est capable de refaire les couleurs comme on souhaite. Mais de la façon, une des raisons pour lesquelles on en entend un peu moins parler, c'est, bon, si une bannière a sa marque nationale qui met de l'avant, ben nous, on est souvent en deuxième ligne derrière ça. Ça ne veut pas dire que le produit n'est pas populaire, il se vend vraiment très bien. Comme je disais, il est dans 1500 points de vente au Canada. Puis la façon qu'on l'apporte tout le temps, c'est que un consommateur qui essaye notre produit, souvent, il l'adopte pour la vie après ça, parce qu'il y a souvent un frein à la consommation de dire, bon, c'est un produit recyclé, est-ce qu'il va être aussi bon, est-ce qu'il va être aussi efficace, est-ce que je vais en avoir pour mon argent, même s'il est un peu moins cher, tout ça. Puis je dirais que le commentaire qu'on entend souvent, c'est quelqu'un qui l'essaie, il l'adopte. Puis après, c'est le consommateur va en racheter une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois par après. C'est un produit qui a vraiment grandi organiquement à travers le temps. Donc, c'est ça. OK. Bien,
on dirait que j'ai beaucoup d'autres questions, mais j'aimerais ça qu'on j'aimerais ça qu'on fasse le pont avec la plateforme Rebond, Damien, qui est une initiative qui a été lancée par le CQCD l'an dernier, je crois. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, alors, la plateforme Rebond a été lancée en fin octobre pendant notre sommet en association avec Recycle Québec. Et le but de cette plateforme était de trouver une solution pour le gaspillage et les invendus au niveau des commerces. On a vu l'année dernière pas mal d'articles qui étaient dans la presse et qui dénonçaient des façons enfin, je dis recycler, je dirais plus de jeter, de brûler des milliers, voire des millions d'items. Et le but était de voir de quelle manière, en étant audacieux et innovant, on pouvait proposer une nouvelle plateforme, un marketplace, et qui est vraiment commerce à commerce. Et le but est encore une fois de voir comment on peut proposer aux entreprises, aux commerçants, de mettre en place des invendus. Alors, on a 4 catégories, les chaussures, les vêtements, la quincaillerie, les produits corporels. Et ce qu'on veut faire, et autres aussi, le 5e, dirais-je, c'est de proposer, quand vous avez des invendus, la possibilité de les échanger, de les troquer, de les vendre à d'autres commerces. Pour l'instant, c'est vraiment commerce à commerce. Et essayer d'arriver avec une solution différente. Alors, vous pouvez avoir des vêtements qui vont être dégriffés, vous pouvez avoir des fermetures de magasins où on va se retrouver avec du mobilier de magasin qui peut être échangé, une multitude de choses. Et le but est vraiment d'apporter une solution différente et c'est pas d'être prétentieux, mais d'éduquer et d'amener les commerces à faire les choses différemment et à trouver d'autres solutions que l'enfouissement, que l'exportation ou simplement brûler les affaires. Donc, on veut amener et proposer quelque chose de complètement différent. Puis là, c'est jeune parce que ça a été lancé en octobre 2024. Là, on est aujourd'hui en mars. Comment ça se porte, la plateforme Rebond? Alors, on a une trentaine de commerces qui sont installés. On en parlait avant l'émission. Vu les conditions d'inquiétude actuellement généralisées en Amérique du Nord et surtout au Canada avec les problèmes de nos voisins de tarifs, je dirais que tout ce qui est malheureusement environnemental est un peu mis de côté actuellement parce qu'on essaye de sauver ce qui peut être sauvé. On essaye de voir, les tarifs vont toucher malheureusement beaucoup le commerce au détail et pas uniquement les manufacturiers, mais absolument tout, chaussures, vêtements, tables, tout ce que vous allez acheter, vous allez avoir un 25% de tarifs si tel est... Oui, parce qu'on est en mars, on va savoir en avril. Le 2 avril. On va peut-être savoir en avril. Ça va changer encore une fois, mais au-delà de ça, on sent vraiment les entreprises qui priorisent leurs priorités et qui sont vraiment en direction de voir qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour sauver leur carnet de commandes, garder leurs employés. Et bien souvent, l'environnement ou les questions environnementales sont tassées un peu de côté pour voir qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc, on a une campagne naturellement de promotion qui a débuté au mois de mars. On va en faire la promotion avec nos membres et on va accompagner naturellement nos membres par rapport à ça. Mais c'est un peu la situation économique et géopolitique font qu'il y a un ralentissement qui se voit malheureusement. En même temps, si ce sont des invendus, je suppose que c'est un marché qui n'est pas nécessairement destiné facilement à être exportable, ou je ne sais pas, en fait. C'est peut-être un nouveau marché aussi qui peut être... Tout à fait. OK. Tout à fait. Puis pourquoi avoir commencé? Tu me disais 4 catégories. C'est-tu pour des raisons de test ou... Oui, et puis c'est peut-être pour un contrôle au début, parce qu'après, on se retrouve malheureusement à gérer... Il y a 19 sous-secteurs dans le commerce de détail. Il y a des milliers et des milliers de produits. On a commencé, pour être honnête avec vous, le plus simple possible, et donc avec des produits facilement vendables, facilement trocables, facilement intéressants pour les autres commerçants. Donc, on a choisi la solution la plus facile au début. Donc, il est certain qu'on va développer d'autres catégories de produits et on va le faire très rapidement. Puis tantôt, tu parlais un peu de la variété des gens qui sont membres, des entreprises qui sont membres au CQCD. Est-ce que dans la plateforme Rebond, il y a des types de commerce? C'est plus petit commerce, grand commerce, c'est adapté à tout le monde? Non, c'est adapté à tout le monde. On a de grands commerces qui
qui sont intéressés. Jean Coutier est intéressé, Tristan également, mais il y a des petits commerces qui vont être capables de mettre leurs propres produits ou d'acheter directement s'ils le désirent. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Puis, je fais un pont avec Félix. Dans le fond, tu parlais tout à l'heure des 2 divisions de Société Laurentide. Dans Laurentide Peinture, il y a de la vente. Est-ce qu'il y a de la vente directement aux entreprises? Parce que tu parlais de l'industriel. Fait que c'est-tu. Ben, oui, c'est ça. En fait, ce volet-là, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des joueurs importants, des manufacturiers, justement, qui. Je vais donner un exemple. On a des secteurs d'activité dans lesquels on a développé des produits qui sont spécifiquement dédiés pour certains besoins. Okay. Un exemple, le secteur des portes et fenêtres. Les fenêtres en PVC, des choses comme ça, les gens sont habitués de les recevoir blanches, mais il y a un marché pour avoir certaines couleurs. Puis ça, au niveau de l'extrusion, c'est difficile d'aller chercher la couleur nécessairement. Puis un exemple le plus concret, c'est quand on regarde la répartition des ventes par rapport à ça présentement, la couleur qui est la plus forte qui a la plus forte augmentation présentement, c'est le noir. Mais le noir, ça attire la chaleur. Le PVC, quand ça absorbe la chaleur, ça torsionne. Ce qui n'est pas idéal pour une fenêtre, on s'entend, là. Tu ne veux pas acheter une nouvelle fenêtre puis que dans 3 ans, la moitié de tes fenêtres sont à remplacer parce qu'ils ont torsionné à cause de la chaleur. Fait qu'on ne prend pas de fenêtre noire en PVC. Non, mais c'est ça. Le point où est-ce que je vais, c'est que nous, on a développé des produits de haute performance avec des pigments spéciaux qui permet justement aux fenêtres de ne pas absorber la chaleur. Okay. Donc, c'est résistant par rapport à ça. Donc, les manufactures des portes et fenêtres vont appliquer ces peintures-là, puis vont pouvoir vendre un produit sur le marché qui est soit sur mesure en termes de couleur ou qui vont pouvoir mettre sur le marché quelque chose qui est plus foncé, des choses comme ça. Fait que c'est le type de produit qu'on développe avec des besoins beaucoup plus spécifiques, là, je dirais. C'est des besoins un peu plus niches, mais qui sont quand même importantes, là. Puis comment vous gérez? Parce que là, vous avez 2 divisions. Laurentide Environnement, qui est très sur le recyclage. Je partais de batterie, là, qui n'est pas juste de la peinture. Là, non, c'est ça, exactement. C'est un volet qui est quand même assez récent de notre côté, puis qui est en effervescence, là, comme on connaît, c'est pas très populaire présentement, là. Présentement, on gère une grosse partie du volume de recyclage de batteries alcalines pour l'est du pays. Fait que les batteries qu'on met peut-être dans nos les 2 en 3, des choses comme ça, exactement. En fait, c'est en partenariat avec Appel à recycler, qui est une responsabilité élargie du fabricant de l'industrie des batteries. Ils sont en charge d'un programme justement qui coordonne et qui organise justement le recyclage de ces batteries-là, qui sont acheminées chez nous. Soit on les collecte nous-mêmes avec nos services de transport dans les écocentres, ou dans les Jean Coutu, des choses comme ça. Ils ont des boîtes où les gens peuvent venir aller reporter leur batterie usée, sont acheminés chez nous. Nous, on fait un triage des différentes technologies. On y va par élimination, 80% et plus des batteries qu'on reçoit, ça, des batteries alcalines, les 2A, 3A, etc. Puis à partir de ça, on est capable on fait un broyage. Il y a une segmentation du métal, du plastique, du papier. Ce qui reste à la fin, c'est un concentré d'oxyde de manganèse et d'oxyde de zinc. Puis à partir de ça, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, mais dont ça peut être utilisé comme fertilisant pour l'industrie du maïs et des patates. Oh, oui. Oui. Mettons que je fais le pont avec Damien par rapport à les invendus de peinture, vous les autogérez parce que vous recyclez de la peinture ou de notre côté, c'est certain que souvent, les gens nous posent la question de dire écoute, pourquoi vous êtes dans le recyclage, pourquoi vous êtes dans l'environnement, puis pourquoi vous êtes dans la peinture? Parce que c'est quand même 2 mondes complètement différents. Puis, sauf que ça fait partie de nos valeurs. Puis, dans notre stratégie, dans notre plan stratégique, on essaie de prendre des secteurs d'activité qui nous créent des synergies entre les divisions. Puis souvent, c'est pas nécessairement clair entre la raison pourquoi on fait ça, mais un exemple concret, c'est au niveau de la peinture recyclée. On recycle la peinture. Je suis capable de mettre en commerce justement une peinture recyclée avec la marque Boomerang qu'on vend dans plusieurs bannières. Mais c'est pas seulement dans la peinture architecturale, dans la peinture industrielle aussi. Les peintures à base d'alkyd, qui sont des peintures solvantées, qui sont souvent les plus polluantes dans l'industrie. On est capable de les revaloriser à un taux qui est excessivement élevé présentement, puis en faire des peintures
pour métal industriel, justement, avec des joueurs majeurs. Donc, on est capable d'avoir un taux de recyclabilité excessivement élevé avec ça. Mais ça me donne un avantage compétitif. Je suis capable d'entrer sur le marché à des prix qui sont quand même agressifs. Puis l'entreprise qui collabore avec nous là-dessus est certain de faire la bonne chose au niveau de l'environnement, à un bon prix, puis nous, on s'assure de livrer la performance. OK. Donc, c'est toutes des choses qui se rattachent ensemble puis qui nous donnent des avantages compétitifs que nos compétiteurs ne peuvent pas nécessairement. Si j'arrive avec une solution comme ça, c'est une proposition qui est unique. Mon compétiteur qui est dans le même segment d'activité, lui, ne peut pas arriver puis offrir la même chose. Fait que ça nous donne des façons de pouvoir entrer dans... de la façon que je le vois, c'est un accélérant. Puis c'est une carte de plus dans notre jeu. Sur, dans la façon d'établir un prix d'un invendu, est-ce qu'il y a une règle qui est faite? Parce que j'essaie de faire le point, puis je me dis, si, mettons, moi, je suis chez Société Laurentide et je me dis, OK, est-ce que c'est mieux pour moi de revendre le produit tel qu'il est sur une plateforme comme Rebond ou de le revaloriser à l'interne? Parce qu'il y a un coût aussi à faire ça. Il y a un coût de traitement. Je pense que les deux sont pas mutuellement exclusifs. Non, c'est ça. Je pense que les deux solutions sont vraiment d'actualité, puis on en parlait juste un peu avant le podcast tantôt. Par la force des choses, dans des opérations de fabrication de peinture, puis là, ça s'applique à plusieurs autres domaines. Là, dans le manufacturier, je prends un exemple. En 75 ans d'existence, notre carnet de formules représente probablement autour de 20 000 formules qu'on a formulées à travers le temps avec notre équipe de chimistes. Mais il y a des produits qu'il y a 15 ans, on vendait à un certain manufacturier, puis du jour au lendemain, mais ces produits-là, le manufacturier a arrêté d'acheter chez nous. On est pris avec des inventaires de matières premières. Ces matières premières-là sont plus du jour au lendemain mauvaises. Par contre, si moi, j'ai pas un marché pour pouvoir les repasser, je reste pris avec. Ça, c'est un problème d'espace, c'est un problème économique, puis c'est un problème environnemental parce qu'éventuellement, je vais devoir en disposer. Et où de trouver une façon de la revaloriser. Chez Laurentide, ça fait partie de nos valeurs. On essaye de revaloriser le maximum de ce qu'on peut, mais dans certains cas, c'est impossible. D'avoir accès à une plateforme comme ça, puis je comprends que on est encore à sa genèse, mais je vois le potentiel à long terme où est-ce que de pouvoir lister facilement, dire, ces produits-là sont disponibles chez nous. Je les ai en inventaire, puis c'est pas nécessairement d'aller de maximiser la valeur économique de qu'est-ce qui nous reste en main, mais de s'assurer au moins qu'il y a une utilité puis il y a une deuxième vie derrière ça. Moi, ça me parle beaucoup. Puis présentement, il n'y a aucun encadrement par rapport à ça. Si on veut pouvoir faire ces genres de choses-là, on doit prendre le téléphone puis communiquer directement avec nos compétiteurs, un à un, puis dire « Hey, ça t'intéresse-tu cette matière-là? Ça t'intéresse-tu cette matière-là? Ça t'intéresse-tu cette matière-là? » Es-tu preneur en faisant ça? Parfois, oui. C'est rare. C'est rare. Puis l'autre alternative, c'est... Puis là, encore une fois, c'est quand on n'est pas capable de le revaloriser. Quand on est capable, on le fait, là. Mais l'autre chose, c'est de rappeler le fournisseur à la base puis de dire « Écoute, je suis pris avec cet inventaire-là. Est-ce que ça t'intéresse de le reprendre? » Je dirais dans 80% des cas, les fournisseurs disent non. Ça ne leur intéresse pas parce qu'eux, ils ont des garanties à respecter. C'est difficile de s'assurer justement dans quel état que ça a été entreposé, etc. C'est du travail de plus. C'est sûr puis les gens vont souvent au niveau de la facilité. Fait que c'est pas impossible, mais je dirais dans la majorité des cas, c'est très, très rare qu'ils vont offrir quelque chose pour reprendre la matière, même à prix réduit, pour pouvoir la revendre puis avoir des meilleures marges. Fait que, je vois vraiment ça. C'est vraiment je vois l'opportunité comme étant c'est plus un encadrement puis une visibilité parce qu'il y a peut-être des joueurs dans l'industrie ou dans d'autres industries qui consomment les mêmes types de matières premières qui, moi, je connais pas. Puis, juste de pouvoir lister ces choses-là puis de dire, écoutez, si vous cherchez ce type de matière-là, puis vous voyez une opportunité, justement, pour vous de revaloriser ou de maximiser, justement, le facteur économique de l'équation en allant chercher une matière première un peu moins chère, puis ça sert à quelqu'un, mais ça, c'est un win-win au niveau de l'équation, là. Puis moi, la façon que je crois beaucoup, c'est que il faut arrêter de voir le côté environnement comme étant un compromis. Moi, je pense qu'il y a moyen de pouvoir jumeler le facteur économique
puis le facteur environnement, puis que ce ne soit pas un frein un ou l'autre. Je pense qu'au contraire, c'est même un accélérant, puis ça doit être une façon qu'on doit être capable d'intégrer. La seule chose que je rajouterais, c'est que la plateforme qu'on a mise en place est une matrice qui permet justement de donner une liberté d'action aux entreprises qui vont vendre, parce que chaque industrie est différente. Si on prend la peinture, si on prend des chaussures ou des chemises, c'est complètement différent. Donc, on laisse une liberté d'action au niveau des membres, et après, à partir de ça, on s'entend qu'on peut le vendre, on peut le donner, on peut l'échanger éventuellement. Donc, l'idée n'est vraiment pas de scléroser le tout, mais d'avoir une liberté d'action par rapport à ça. Et on s'entend de voir si tout se fait bien, donc on peut faire un suivi par la suite, mais on laisse la liberté d'action au niveau des commerçants. Mais de toute façon, je suppose que aussi après un certain nombre de mois, d'années, vous allez pouvoir conseiller aussi, dire, écoutez, ce genre de ratio-là fait plus de sens, c'est plus attractif. Tout à fait. Là, c'est juste que c'est très récent. Tout à fait. Tu parlais un peu d'environnement comme compromis, disons-le comme ça. Est-ce qu'on en fait... Est-ce qu'on en fait assez au niveau du développement durable? Parce que moi, je vois quand même beaucoup d'entreprises qui ont ce souci-là, qui arrivent avec un désir d'économie circulaire, on en voit, mais c'est vrai que c'est plutôt récent. Est-ce qu'actuellement, dans le marché, vous sentez, toi, Damien, de ton côté, est-ce que les entreprises ont cette préoccupation-là? Je dirais que oui, parce que depuis la COVID, il y a eu un changement d'habitude des consommateurs. Et au-delà des commerçants et des commerces et des entreprises, s'il n'y a pas de consommateurs, on met la clé sous la porte. Donc, on a été obligé de revoir la façon de faire du commerce. On a été obligé de repenser la manière de le faire. On voit un commerce de proximité qui s'est mis en place dans tout le Québec, même au Canada, même dans les pays qui font partie du G20. Une façon complètement différente de faire les choses. Et puis, je dirais qu'il y a des cataclysmes qui font changer les affaires. Le premier était la COVID, où on s'est rendu compte, OK, il faut fabriquer local, il faut qu'on soit capable de manger. Et le deuxième, c'est ce que nous vivons actuellement. Et c'est là le défi. On voit que le premier, OK, on a vu, ça n'a pas forcément changé énormément les choses. Par contre, là, on est vraiment à une tournure qui va permettre, je l'espère, de mettre en place des systèmes qui vont pérenniser tout ça. Et le commerce circulaire en fait partie. Cependant, il y a des éléments extérieurs qui peuvent faire que le commerce circulaire soit retardé dans sa mise en place. Je parle des grandes plateformes chinoises ou des grandes plateformes mondiales comme Amazon qui profitent justement des faiblesses qu'on connaît actuellement et qui s'incrustent de façon incroyable dans nos modus operandi quotidiens. Et encore une fois, c'est le consommateur qui est roi. Et puis, si vous vous retrouvez dans une situation de récession et une situation de problème financier au niveau des consommateurs, le premier réflexe va être d'aller chercher dans des choses faciles à acheter, dans des choses vraiment pas chères. Et bien souvent, malheureusement, la conscience environnementale n'est pas derrière tout ça. Donc, oui, on voit un changement au niveau des paradigmes de commerce circulaire, mais il y a des éléments actuellement autour qui sont inquiétants et qui freinent tout ça. Si je peux ajouter, moi, je pense que le problème à sa base, justement, c'est que au niveau de la vision, quand les entreprises décident, OK, si on recule il y a 2, 3, 4 ans, c'était très, très à la mode de dire, bon, parfait, on va prendre un grand virage environnemental, plan stratégique, on prend ces décisions-là. Mon analyse, c'est que beaucoup d'entreprises prennent ces décisions-là en disant, bon, parfait, ça va être c'est un objectif, puis on va y atteindre coûte que coûte. Puis ça vient avec toutes sortes de compromis, toutes sortes de décisions qui font, bon, on va mettre un produit sur le marché, bien peut-être que sa performance ne sera pas la même, ou son prix ne sera pas la même, va être 2, 3 fois le prix, je suis désolé, en conséquence de ça. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a vraiment une façon d'arriver au marché, puis soit que ça passe par, justement, parce que le consommateur là, va tout le temps aller vers sa facilité ou vers la performance de quelque chose. Puis ça ne changera pas. Puis je pense que peu importe qu'on soit rendu dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans son intérieur, dans sa programmation, l'être humain
quand c'est facile de prendre ces décisions-là quand que, bon, tous les besoins primaux sont bien servis. Mais quand que quelque chose commence justement à déraper, on en parle présentement, le stress économique, le stress, l'être humain va commencer à prendre des décisions par rapport à, bon, dans son immédiat, l'urgence. Moi, il y a un concept que j'aime beaucoup, puis il faut juste changer un peu la façon que c'est perçu. C'est pas juste écologique, mais il faut être dans l'éco-performance. C'est d'avoir un produit qui n'est pas juste écologique, mais qui va performer aussi bien ou sinon meilleur que le produit comparatif dans l'industrie. Puis en faisant ça, ben, le choix du consommateur devient, c'est plus un compromis. Un des meilleurs exemples que je peux donner, c'est que quand les premières autos hybrides ou électriques sont arrivées sur le marché, on arrivait avec des modèles qui étaient bons. On mettait beaucoup l'emphase sur ben, c'est bon pour l'environnement, c'est comme ça. Puis on avait des véhicules qui avaient l'air un peu plates, je dirais. Mettons, c'était un peu le modus operandi de, bon, OK, la personne va conduire un véhicule hybride à l'époque parce que c'était pas où on était rendu, mais bon, ça avait l'air d'une boîte à savon, là. Mais c'est pas obligé d'avoir l'air d'une boîte à savon. Un véhicule électrique, un véhicule hybride peut avoir l'air d'un véhicule qui est excitant à conduire quand même. Puis c'est là où est-ce que tu attires justement une clientèle qui, elle, prend une décision pas seulement pour ses raisons écologiques, mais parce que le produit est supérieur en nature. Il y a eu du progrès beaucoup. Il y a eu beaucoup de progrès, mais je dirais, mettons, dans la perception du consommateur, si je peux faire un lien, ça s'applique un peu à tout. C'est-à-dire, c'est pas juste un produit, sa valeur principale au produit, c'est pas seulement qu'il est écologique. Il faut qu'il soit écologique et performant, ou qu'il soit écologique et moins cher, ou qu'il y ait vraiment, tu sais, c'est une multi-value d'atouts qui arrive, qui donne la valeur au consommateur. Et ça demande des fonds incroyables. Par exemple, quand vous faites votre peinture recyclable, ça ne tombe pas du ciel. Il faut avoir des expertise. Il faut avoir une expertise, etc. Exact. Et tout ça sont des coûts. Oui, c'est sûr. Mais sauf que dans n'importe quoi, si tu fabriques un produit, tu vas avoir de la R&D, tu vas avoir quelque chose à faire. Fait que, oui, c'est des coûts, mais en tant qu'entreprise, tu veux ton objectif de base, c'est d'avoir des avantages compétitifs. Si tu fais pareil comme tout le monde, puis que tes barrières à l'entrée sont excessivement basses, les chances sont que tu vas tomber dans une guerre de prix. Puis après ça, une guerre de prix, probablement que sur un horizon de 3 à 5 ans, tu ne survives pas. Il faut que tu aies des éléments compétitifs qui te différencient sur le long terme, puis qui te donnent des choses différentes. Donc, moi, mon point de vue, c'est de dire, ben oui, ça coûte quelque chose, mais de fabriquer, de designer ton produit à la base, de mettre en marché ton produit à la base, peu importe, ça aussi, ça coûte de l'argent, puis rendu là, c'est juste une différente façon de l'appliquer. Bien, il y a quand même si ce travail-là est fait et bien fait, il y a quand même un sacré défi de le communiquer aux consommateurs. Ça, parce que actuellement, on vit une situation particulière. Là. On a un président du Sud, l'appelons-le ainsi, qui brandit des menaces, qui fait en sorte que, bon, la fibre locale revient. Tout le monde a envie de mettre le côté provenance de l'avant, mais ajoutons à ça le fait que ben, le consommateur commence à avoir de la difficulté à croire aux allégations. Moi, je lisais une recherche récemment, je pense que c'est 60% des consommateurs qui ne croient plus aux allégations parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Fait comment qu'on l'a choisi, laquelle on choisit? Parce que moi, ce que je vois comme consommatrice actuellement, quand je magasine, je vois des nouveaux logos arriver, des nouveaux logos de provenance parce qu'il y a cet intérêt-là, puis il y a un désir, tu sais, des détaillants, des manufacturiers de se démarquer. Je me dis, oui, mais si on perd encore plus le consommateur parce que, dans le fond, derrière le logo, c'est quoi? C'est quoi la définition? C'est quoi le processus? Fait qu'on dirait qu'il y a aussi le défi de communication qui vient avec 100%, ce que tu dis, là. 100%. C'est pas évident. On en parlait tantôt, là, moi, mon point de vue, je vois la situation actuelle, un des défis majeurs, puis c'est de s'assurer que le consommateur comprenne facilement. Justement, il faut en faire des choix éclairés. On en parlait tantôt. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire les courses. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ben, non plus, j'aime pas ça. Exactement. Les deux, on est deux dans ça. Puis
de commencer à s'arrêter, puis de regarder, puis de tourner chaque produit, de dire son endroit d'origine, etc., comment c'est fait. Je pense que on se dit les vraies choses. Je pense que c'est un mouvement présentement qui fonctionne, mais c'est comme dans n'importe quoi. Il y a une partie aiguë de qu'est-ce qu'on voit, puis après ça, le consommateur retourne vers la facilité. Mais je pense que le besoin et les attentes du consommateur vont rester. Ils veulent, quand tu parles à quelqu'un, en tant que consommateur, moi, je veux encourager les entreprises locales, surtout quand on voit qu'on se fait menacer de la façon qu'on se fait menacer présentement. C'est juste qu'il faut qu'on rende le processus le plus simple possible. L'être humain, c'est comme un cours d'eau. Cours d'eau qui part d'en haut d'une montagne va suivre le chemin le plus facile pour descendre jusqu'en bas de la montagne. C'est beau, ça. L'être humain, c'est comme un cours d'eau. C'est la réalité. L'être humain va tout le temps aller vers la facilité, puis il peut faire prendre un petit détour vers la complexité pendant un court laps de temps, mais c'est pas quelque chose qui va pouvoir être maintenu sur le long terme. Puis si, en tant que société, nous, on veut prendre une décision de dire non, nous, on veut encourager nos entreprises locales, on veut les supporter, bien, il faut trouver des façons de pouvoir justement encadrer ça, puis de s'assurer que le consommateur puisse, prendre une décision en dedans de 3 secondes, qu'il regarde quelque chose puis qu'il dise oui, non. Bien, moi, j'ai une solution avec les logos de marque de certification, mais vous êtes déjà une entreprise adhérente avec la marque fabriquée. Damien, toi, tu es en contact avec de nombreux détaillants, manufacturiers aussi là, par la bande. Comment est le contexte actuellement pour eux? Bordélique. Bordélique. Bordélique parce qu'encore une fois, on est noyé par de la bonne volonté et on se retrouve exactement dans la même situation que la pandémie. Et le défi est de voir comment on peut continuer, comment on peut éviter de faire ce qui n'a pas été fait pendant la pandémie. On a vu exactement la même effervescence. Waouh, il faut qu'on produise national, québécois, canadien, etc. Et puis c'était un flop. Quand tu dis flop, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne pense pas qu'on ait développé notre façon d'avoir une liberté d'acheter nos légumes toute l'année au Québec, ce qui était une autonomie exactement alimentaire, une autonomie, on l'a sur l'énergie, c'est génial, mais il y a plein d'autres autonomies qu'on n'a pas eu. Encore une fois, je me place comme consommateur. Je déteste faire mes courses, mais c'est un mal nécessaire. Quand je rentre dans une pharmacie, quand je rentre dans une épicerie, force est de constater que c'est super compliqué de trouver des produits québécois. Quand je vais dans des grandes quincailleries, est-ce que je n'ai pas vu à ma connaissance des produits québécois? Je n'ai pas fait attention à ça. Donc, mettez-vous simplement à la place du consommateur. Comment on peut faire pour être capable d'acheter rapidement et de voir rapidement au-delà des étiquettes. Et puis, on en parlait tout à l'heure, on peut aussi en profiter de mettre des étiquettes pour écouler des marchandises qu'on n'a plus envie de vendre ou qui sont un peu moins bien. Donc, on peut rentrer dans l'excès dans tout ça. Cependant, on est dans un momentum. Et dans ce momentum, vous, les produits du Québec, avez un travail considérable à faire. C'est-à-dire que vous donnez l'étampe OK Produits du Québec et après, il faut voir comment on peut au-delà des commerces qui travaillent avec vous, qui vous donnent, qui vont recevoir la légitimité, l'estampe, les produits du Québec, comment le consommateur peut se retrouver là-dedans? Et c'est là où est tout le défi. C'est un grand défi. C'est là où... Et dans les consultations qu'on a fait avec nos membres, pour répondre à ta question, à notre grande surprise, il disait on lâche un peu la subventionnite aiguë, mais essayons de voir de quelle manière on peut peut-être demander aux gouvernements fédéraux et provinciaux de soutenir les consommateurs lorsqu'ils vont acheter des produits des produits locaux, pardon. Mais dans ça veut dire que vous devez avoir un sérieux dans définir qui est le produit québécois ou canadien, mais on peut avoir des incitatifs. On vient de terminer l'incitatif du fédéral avec la remise de 5% pendant les fêtes de fin d'année, mais pourquoi pas imaginer, vous achetez québécois ou vous achetez canadien, vous avez un congé de taxes peut-être pour certains produits. Et c'est comme ça qu'on va être capable de changer les habitudes, le porte-monnaie. Le porte-monnaie, parce que c'est rêvé en couleur, sinon, je pense. Il y a ça, mais il y a aussi, tu sais, dans le premier palier de communiquer aux consommateurs, c'est
quand c'est bien fait, parce que là, actuellement, et je ne veux pas dire que ce ne sont pas des bonnes intentions, mais actuellement, si vous allez dans vos prochaines courses, ouvrez l'œil, vous allez voir de nouveaux logos, de nouvelles fleurs de lys, de nouvelles feuilles d'érable arriver de façon substantielle. Et là, ben, le défi, le danger, pas le défi, c'est de prendre le produit et un consommateur, comme tu le décrivais tantôt, qui disait, moi, je le lis le pot, là. Ouais. Et là, je retourne et c'est pas ça là, qui est décrit sur le pot. Ouais. Mais l'étiquette, c'est ça qu'elle dit. Parce que le détaillant, ou peu importe le manufacturier, lui s'est dit, ben moi, selon ma définition à moi, ben c'est québécois ou c'est canadien. Ouais. Mais selon la définition du consommateur, ça ne l'est pas. Oui, parce que il y a tout le temps la notion, est-ce que c'est fabriqué ici ou c'est une entreprise qui vient d'ici? Tu sais, je prends l'exemple de certains de mes compétiteurs qui sont sur le marché présentement et ils ont une usine ici. L'entreprise a 53 usines aux États-Unis, puis c'est une entreprise que le siège social est américain. Je peux vous garantir qu'à chaque fois qu'un gallon de peinture est vendu, les profits sont automatiquement retransférés aux États-Unis, puis après ça, ben, ça contribue par la bande, justement, à l'économie locale ici, mais il y a certains consommateurs. Il y a des niveaux de décision puis de visibilité qui doivent être pris. Moi, je pense qu'il faut commencer à marcher avant d'apprendre à courir. Ouais. Puis, de la façon que je le vois, vraiment, l'identification, c'est vraiment le nerf de la guerre. Là, on a une première, comment je dirais ça, première étape avec justement les produits du Québec, des choses comme ça, qui sont facilement identifiables sur le produit. Puis je pense que c'est vraiment la première étape. Mais après ça, vraiment, juste que le produit soit visible, c'est une chose. Mais le consommateur, justement, des fois, quand tu fais ton épicerie, je ne sais pas combien d'items en moyenne se retrouvent dans le panier en volume. Mais quand tu prends 50, dans le fond, tu prends une décision à chaque fois que tu utilises un produit. Acheter, c'est voter. Parce que, tu sais, un peu, toi, je fais pas une analyse de prix de l'ensemble de la catégorie de la peinture. Il me semble bien que la plupart des produits de Société Laurentide sont aussi à prix comparable dans les produits qui sont importés. Fait qu'on n'est même pas dans je te demande de payer plus. Là. Non, c'est exactement. C'est juste une visibilité, puis après ça, de dire, ben écoutez, nous, notre travail, c'est s'assurer de mettre en place un produit qui va performer aussi bien ou meilleur que l'industrie. Ça, c'est notre promesse envers le consommateur. Après ça, ben, le consommateur prend sa décision. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent pouvoir prendre cette décision-là en conséquence de hey, c'est une entreprise locale, c'est une entreprise québécoise, canadienne. Je veux pas écarter nos voisins du ROC. Non, pas du Sud, mais du reste du Canada. Ah, OK. Mais il y a des gens qui veulent prendre ces décisions-là, puis à prix égal, bien, souvent, c'est ce qu'ils préfèrent pencher dans la balance. Mais présentement, c'est pas facile nécessairement de voir puis de prendre ces décisions-là rapidement. Puis, tu sais, moi, je me mets encore une fois, si je ramène la métaphore du ruisseau qui coule, si à toutes les fois que je prenne une décision d'achat, je dois prendre l'effort d'aller lire le fine print en arrière, puis d'aller vraiment prendre le temps de retirer. Pas viable. Je pense pas que sur le long terme, on peut pas s'attendre, on peut pas demander, on peut pas mettre ces attentes-là vers le consommateur à grande échelle. Encore une fois, je pense qu'il faut qu'on reste dans la réalité, je pense qu'il faut qu'on reste dans le concret, puis dans le pragmatique, de dire qu'est-ce qu'on pense qui peut vraiment donner des résultats. Pensez-vous qu'on devrait jusqu'à aller là, on est dans la discussion évidemment, à légiférer, dire, ben, tu sais, utiliser une appellation comme Fabriqué au Québec, par exemple, ben, il faut que ça corresponde à telle loi, sinon tu ne peux pas. Là. Ben, moi, je pense que oui, parce que, tu sais, si on écoute justement les ministres, puis les sorties qui ont été faites dans les dernières semaines, derniers mois, justement, avec la situation actuelle,
On entend beaucoup parler de les gouvernements qui disent, ben, écoutez, on va, pour les appels d'offres publics, on va prioriser les entreprises locales, des choses comme ça. Encore aujourd'hui, notre produit, il est environnemental, il est fait au Québec, il est moins cher. Le gouvernement achète 0 litre de peinture. En fais-tu des appels d'offres? On en fait, OK. mais c'est pas quelque chose qu'on n'est pas retenu. OK. Pour des raisons de coût. Non, en fait, nos produits sont souvent moins chers, mais ils ne rentrent pas dans les qualifications exactement de ce qu'ils recherchent, puis c'est pas encouragé nécessairement. OK. C'est ça, c'est toutes des choses qui doivent suivre, puis je suis d'accord, je pense qu'en bout de ligne, si en tant que société, on veut suivre nécessairement ce qu'on dit, puis si on veut que l'expression québécoise qui dit si on veut que les bottines suivent les babines, je pense qu'en bout de ligne, il faut qu'on légifère ça, puis que s'assurer que, qu'on force les fabricants ou on force les points de vente de clairement identifier justement le pays d'origine ou la fabrication d'origine, puis pas juste sur un petit texte que c'est sur l'emballage, mais que ce soit clairement visible. C'est quoi la bonne façon de le faire pour les commerçants, les détaillants? Alors, je me mets à rêver. J'ai le droit ce matin. Oh, on rêve ce matin. Génial. Chaque année, aux États-Unis d'Amérique. On va le biper au montage. Oui, vous allez le couper. Il y a ce qu'on appelle le NRF, qui est le Salon mondial du commerce de détail. Et on a une mission avec des commerçants. Et à chaque année, vous avez le chariot intelligent dans les magasins. Et qui comprend le produit. Mais au-delà de ça, vous scannez sur votre chariot et vous avez l'ensemble des affaires. Une chose qu'on pourrait imaginer, c'est simplement qu'à partir du code barre, être capable, et il y a un travail qui doit être fait et qui doit être vérifié, mais un code barre, et je suis certain que Montréal est la 10e ville au monde avec des startups, une quantité de startups, de travailler sur un algorithme qui est capable peut-être de donner une couleur bleue quand on prend et on scanne notre produit devant notre chariot. Ce sont des éléments qui peuvent fonctionner. Et ce que pourraient peut-être faire les produits du Québec avec le CQCD, c'est de créer justement un concours au-delà des étiquettes et de voir avec le savoir-faire des nouvelles générations, la possibilité de mettre en place de nouvelles affaires. Et c'est hallucinant ce que tu nous dis avec le gouvernement du Québec, parce que le gros défi quand on travaille avec eux, c'est que le gouvernement du Québec et tous les autres paliers gouvernementaux, le fédéral et le municipal également, c'est que au défi de donner de grands mots, il y a les actions qui sont derrière. Et malheureusement, ça ne suit pas. Et c'est incroyable, c'est vraiment incroyable ce que tu dis. Exact. C'est moins cher, c'est recyclable et il y a une histoire derrière et pourtant on continue d'acheter. Donc, il y a un travail d'éducation à faire autant avec nos politiciens qu'avec les personnes. Et c'est un défi parce que l'économie nord-américaine est depuis des siècles et pas des imbriqués. Et on prend dans les métropoles, vous avez des milliers d'emplois qui fabriquent des pâtes Kraft Dinners ou qui fabriquent du ketchup Heinz. Et à la ville Saint-Laurent, les entreprises sont là. Est-ce qu'on va boycotter ça? Est-ce qu'on va mettre à la porte tous ces milliers d'emplois? C'est vraiment compliqué comme défi. Exact. C'est vraiment compliqué. Il faut aussi respecter quand même ces gens-là. C'est des milliers d'emplois. C'est des gens, justement. Puis moi, je salue justement ces entreprises américaines qui prennent justement la peine de venir s'installer ici, de s'assurer, de dire on a une présence, puis on respecte le fait de fabriquer ici. Puis si on recule, il y a à peu près 15-20 ans, il y en avait beaucoup plus. C'est des décisions qui ont été prises dans les 20 dernières années de on rationalise, puis c'est pas très très long d'expédier de Boston à Montréal, c'est à peu près 7 heures de route. À place d'avoir 2 usines, on va fabriquer une très, très grosse usine aux États-Unis, puis on va envoyer. C'est comme ça, c'est des décisions qui ont été prises. Puis moi, c'est ce que je trouve dommageable. Dans notre industrie spécifiquement, si on recule, il y a à peu près 20 ans, dans la fabrication de peinture architecturale, il y avait beaucoup, beaucoup plus de joueurs. Il y a eu des consolidations massives qui ont eu lieu au niveau de compagnies américaines qui sont arrivées et qui ont juste décidé d'acheter un peu tout le monde. Il y avait une organisation des manufacturiers qui, aujourd'hui, il y a une association des manufacturiers canadiens de peinture. À l'époque, il y avait ça, puis il y avait une branche qui était l'association de manufacturiers québécoises de peinture, puis on avait assez de gens pour remplir un tournoi de golf annuellement, tellement qu'il y avait des compagnies de peinture au Québec. Au Québec, OK. Aujourd'hui, on est 5. Oui, ça ferme. C'est pas nécessairement que ça ferme, c'est juste qu'ils sont rachetés par plusieurs joueurs, des joueurs américains qui, eux,
rachètent ces entreprises-là, ferment les usines, rationalisent ça, ramènent leurs opérations aux États-Unis, puis expédient d'ici. On a des compétiteurs américains avec qui on s'entend bien aussi. Quand même, en tant qu'industrie, c'est pas juste... la façon qu'on travaille, on n'est pas tout le temps... c'est pas une guerre tout le temps aussi. On connaît nos compétiteurs, puis il y a des choses que nos compétiteurs font bien aussi. Mais ce que je désole, c'est que plusieurs de ces joueurs-là, puis je n'aimerais pas de nom, mais il y a beaucoup d'entreprises qui avaient des plants manufacturiers à Montréal, à Toronto, à Vancouver. Puis du jour au lendemain, d'ici 15 ans, on a juste décidé, bon, on va faire des méga-usines, justement, au New Jersey, justement, au Massachusetts, dans l'État de New York, des choses comme ça. Puis ils regroupent tout ça. Puis ici, bon, eux participent à notre économie à 100%, sans... en fait, ils pas participent, ils récoltent justement les fruits de notre économie sans y participer de leur côté, puis en ayant un espace. Puis ça, c'est les gens que je pense qui doivent être pénalisés là, dans l'équation. Ben, tu disais tantôt, il y a 5 compagnies au Québec qui font de la peinture. Est-ce que tu penses qu'on pourrait s'autosuffire au niveau de la catégorie peinture au Québec? 100%. Fait que n'acheter que de la peinture québécoise, oui. Ça serait viable? Oui, absolument. Okay. Absolument. Écoute, j'ai des compétiteurs que je respecte énormément. On a tous, c'est tous des entreprises qui ont 60 ans, 55 ans, 70 ans d'existence. Puis on est des joueurs de qualité au Québec. C'est vraiment un terreau fertile, là, vraiment au niveau de ça. Puis il y a des joueurs, des très, 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 très grands joueurs qui étaient des leaders de marché dans l'industrie qui, eux, ont été vendus. Puis on voit présentement, ils ont de la difficulté à garder ces parts de marché-là. Puis on a des joueurs qui faisaient partie de l'industrie de la peinture, qui pendant très, très longtemps avaient un rôle plus petit, puis maintenant prennent des parts de marché. C'est sûr que le Québec, c'est un environnement, c'est un marché assez unique quand même quand on regarde. La plupart des compétiteurs américains ou même canadiens anglophones qui décident de faire une stratégie de vente nationale, à l'échelle du pays ou à l'échelle du continent, il arrive au Québec, actuellement, la stratégie de vente ne fonctionne pas ici. Ouais. Mais pour répondre à ta question, oui, j'aurais aucun malaise de dire qu'au niveau de la peinture spécifiquement, on est capable de s'autosuffire vraiment. Puis pourtant, il y a beaucoup de joueurs américains quand même. Exact, parce que souvent... ce qui arrive, c'est que les joueurs américains décident, ils rentrent, puis il y a un appel d'offres sur une ligne de produits dans une grande bannière. Puis ils vont arriver, puis ils vont dire, ben écoutez, il va y avoir un boni à la signature de X centaines de milliers de dollars ou X nombre de millions de dollars justement par rapport à ça. Puis à produit égal, à produit de vente égal, à marge égale, le produit québécois ne remporte pas les appels d'offres parce que bon, la compagnie américaine arrive avec des poches très, très profondes puis décide, bon, je vais acheter le contrat là, directement avec les bannières. C'est ça qui cause le problème, parce qu'à qualité égale, on ne fabrique pas des moins bons produits ici que les Américains. À prix, à compétitivité égale, on n'est pas moins compétitif que les Américains. Peut-être à quelques sous près, mais pas assez pour faire une différence. C'est vraiment plus l'infrastructure derrière ça qui est de ces grandes bannières-là qui décident, bon, tel réseau a 300 magasins à travers le Canada, ça représente X nombre de dollars par année. On va acheter, on ne peut pas, on va acheter, mais on va vous faire un entente, parce qu'on va reprendre tous les stocks de la compétition qui sont là à prix zéro, puis après ça, bon, on est quand même encore beaucoup dans un message consommateur. Là, on encourage le consommateur à acheter local. Le consommateur veut acheter local. Là, on a parlé un petit peu tantôt d'appel d'offres gouvernement. Est-ce qu'on en fait assez? Je pense que non. Je pense qu'on peut faire plus dans les mesures et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un axe important aussi de dire comment on favorise le mariage entreprise entre elles, que ce soit chaîne d'approvisionnement pour faire un produit fini, que ce soit ne serait-ce que pour s'approvisionner de biens comme une entreprise qui utilise papier de toilette, là, par exemple. Là. Une chose que j'ai beaucoup aimée, que je ne m'en rappelle plus, c'est lequel de vous deux qui avait mentionné ça tantôt, mais de dire, bon, à l'achat, au niveau du consommateur, je vais faire un parallèle avec le manufacturier, là, juste pour ramener, mais à l'achat d'un produit fabriqué localement ou fabriqué au Canada ou au Québec,
mais qu'il y a un congé de taxes à la consommation. Mais ça peut être la même chose au niveau des manufacturiers, où est-ce que, le taux d'imposition des entreprises, présentement, est à un certain point. Si une entreprise est capable d'acheter plus de, disons, 60%, 70% de son approvisionnement de matières premières de façon locale, mais qu'il y ait un congé, c'est pas un congé total, mais une réduction. C'est un incitatif, disons, ça peut être un 2-3%, ça peut aller rapidement, puis ça peut vraiment donner un incitatif à des grandes entreprises de dire, écoute, j'ai un fournisseur qui est basé à Shawinigan dans l'aérospatial, je vais encourager ces fournisseurs-là parce qu'en bout de ligne, justement, ces entreprises-là, ils vont pour leur portefeuille. C'est des entreprises qui opèrent sur des plusieurs centaines de millions de dollars par année. Ils sont capables de sauver un 2-3% au niveau de leur taux d'imposition. C'est quelque chose qui pourrait vraiment avoir des retombées qui sont immédiates. Penses-tu qu'il y aurait intérêt, toi, d'écouter ça? Ce qui se passe, c'est qu'on voit avec nos membres, nos commerçants, qu'il y a une réelle volonté de trouver des solutions. Et puis, le gros défi dans tout ça, c'est que ça demande toujours un chef d'orchestre pour être capable de proposer, de mettre en place des actions dans différents secteurs, que ce soit de la peinture, que ce soit dans le meuble, que ce soit dans les voitures, etc. Et c'est là où c'est un défi. C'est qu'actuellement, nous vivons une période compliqué, difficile. Dans les consultations que nous avons faites, il y avait 3 mots qui revenaient, angoisse, peur et anxiété. On s'entend qu'en économie, ce n'est pas forcément les meilleures des choses, mais pourtant, c'est la réalité. On n'a toujours pas de gouvernement, au fédéral, on attend les élections, je crois qu'elles vont être déclarées en fin de semaine. C'est 2 mois d'attente encore. Je dirais on parle de produits québécois, produits canadiens, mais c'est quand même incroyable quand vous voyez par exemple chez nous des fabricants de casques de vélo qui ne sont pas capables de les vendre dans le reste du Canada. Quand vous voyez que vous achetez votre électroménager à Gatineau et que vous traversez le pont à Ottawa, c'est 40 $ de plus au Québec parce qu'on a des programmes différents. Oui, il y a la volonté actuellement. Le défi, c'est d'avoir un chef d'orchestre. Est-ce qu'il doit être fédéral? Est-ce qu'il doit être provincial? Les deux, je le pense. Pour l'instant, c'est pas facile parce que de l'autre côté, on a un fou qui est en train de jouer avec nos nerfs et qui est en train je fais un pas en avant, 3 en arrière, 2 en avant. Et le défi maintenant est de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, au-delà de ce que nous faisons, nous, d'écouter, de sortir de la substance pour arriver à des idées et à les proposer au gouvernement. Après, il faut voir la volonté gouvernementale. Et encore une fois, je dis, ce que je vous disais tout à l'heure, le gros défi, c'est pas de retomber après la COVID et de voir... C'est ça, exactement. Ouais. Et on va voir. Je pense que c'est vers ça que ça s'en va. Mais tu prends l'histoire et la métaphore que j'ai retenue de la source. L'être humain est fainéant à la base. Et donc, c'est pas pour rien qu'on est dans ce bordel, parce que 85% de nos exportations se font à 60 km. Pourquoi 60 km? Pourquoi aller en Chine? Pourquoi aller en Europe si à côté, on est capable de vendre 85% de nos produits? Oui. Donc, on choisit toujours le plus simple. Donc, si ça continue, et force est de constater que ça risque de continuer, malheureusement pour nous, il y a un élément, il y a un momentum. Et s'il n'y a pas de leader dans ce momentum, on ne sera pas capable de le mettre. Ça va être éparpillé, malheureusement. Je suis 100% d'accord. Où est-ce que, c'est... Le momentum, c'est quelque chose qu'on peut se servir pour mettre en place, mais ça doit être des solutions, des visions qui sont long terme. Tout à fait. Parce que ce momentum-là ne durera pas. Tout à fait. Puis on va retourner à nos vieilles habitudes, mais on peut prendre des décisions puis mettre en place une vision qui est long terme en prenant justement les habitudes humaines en considération, puis la façon que l'être humain interagit. Si on sait dans son intérieur, l'être humain, à sa plus simple expression, l'être humain est paresseux et fainéant, comme tu disais. On doit prendre les décisions et la vision en conséquence de ça, puis de dire, bon, quelle sorte d'incitatifs on est capable de mettre en place pour adresser ces choses-là, puis amener le consommateur ou amener les entreprises à faire les bonnes décisions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des gouvernements qui n'ont peut-être pas agi
comme il devait l'être, il devait le faire, et idem avec des commerces. Le consommateur va prendre, lui, ses habitudes. Oui. Et on prend l'exemple pendant la Covid où on a fait du télétravail, où on continue d'en faire, où ça poussait le gouvernement à revoir les heures d'ouverture parce que tout a changé, etc. Alors qu'il n'aurait peut-être pas forcément touché à ce dossier, mais le consommateur, lui, va prendre des habitudes et va les garder par la suite et va obliger autant le monde politique que le monde du business à changer leurs propres habitudes parce que en tant que consommateur, on prend les opportunités et malheureusement, pour les autres, on les garde. Et donc, ça impose justement à bouger par rapport à nos institutions politiques. Vous deux, vous avez amené le point l'incitatif. Je me dis, ben un incitatif, c'est comme un peu une promotion. Quand tu la mets, c'est super, tu as une attraction, tu l'enlèves, les gens partent. Mais c'est ça, je pense que ça doit être des mesures qui sont long terme. Il y a une expression anglophone qui dit « Show me an incentive and I'll show you a result ». C'est plein d'expressions, Félix. Ben écoute, je suis quelqu'un qui travaille en vente, puis souvent, d'essayer de peindre une image, c'est plus facile. Mais j'y crois beaucoup. Si on ne prend pas la peine justement d'encadrer ou de mettre en place des raisons pour que les entreprises ou les gens prennent des décisions, en bout de ligne, on n'aura pas les résultats qu'on souhaite. On peut pas s'attendre à ce que les gens agissent par vertu à toutes les fois, tout le temps. C'est pas efficace comme système. Après ça, on doit être capable de mettre en place. Ça doit être des décisions qui sont prises de façon intelligente pour ne pas encourager aveuglement n'importe quoi non plus. Mais je pense que dans les deux points qu'on a discutés jusqu'à présent, je pense que c'est deux choses qui peuvent vraiment stimuler. Comment je dirais ça? C'est quelque chose qui revient dans l'économie qui va qui bénéficierait tout le monde. Exactement, c'est un retour sur investissement. Ou est-ce que si on n'est pas obligé de l'enlever complètement, mais juste au niveau du consommateur, d'avoir la perception qu'il y a un avantage de prendre une certaine type de décision, bien, tu renforces un comportement. Puis possiblement que quand tu parles de retour sur investissement, tu sais, quand tu parlais d'appel d'offres, tantôt on en parlait ensemble, bien, je ne suis pas économiste, mais je suppose qu'une entreprise québécoise qui gagne un appel d'offres d'une certaine valeur va payer plus de taxes, va avoir un... Il va avoir embauché plus de gens. Exact. Et je prends l'exemple, il y a un exemple criant qui me rend complètement fou à toutes les fois. L'appel d'offres de marquage de peinture routière au Québec, les 5 derniers appels d'offres, c'est le même fournisseur qui l'a gagné. Il n'y a pas d'autres soumissionnaires. C'est un soumissionnaire, c'est une compagnie américaine. C'est des contrats de plusieurs dizaines de millions de dollars qui sont alloués à chaque année. Là. Puis pourquoi c'est la même? Parce que c'est la moins chère ou parce que c'est un copie-colle? Puis... Les tests de qualification du MDQ sont quand même assez sévères. Okay. Donc la barrière à l'entrée est très élevée. Puis la deuxième chose, après ça, c'est que les produits, c'est pas des produits qui sont fabriqués à haute marge. Donc, ça te prend des économies d'échelle sur les matières premières pour pouvoir appliquer sur le contrat, mais si du jour au lendemain, si toi, tu n'as pas le contrat du MTQ, puis tu n'as pas les relations d'affaires avec les fournisseurs, où est-ce que tu t'approvisionnes pour justement ces dizaines de milliers de litres là, qui doivent être fournis au gouvernement pour chiffrer, tu ne peux pas arriver avec une proposition nécessairement qui est avantageuse, qui est efficace au niveau du prix pour remporter des appels d'offres. Mais là, présentement, la réalité, c'est que le contrat de marquage routier au Québec, c'est PPG qui le remporte. C'est la deuxième plus grosse compagnie de peinture en Amérique du Nord. Puis c'est les 5 derniers appels d'offres, c'est eux qui l'ont remporté. Avez-vous appliqué sur ce contrat-là? Non, c'est quelque chose qui justement, comme je disais, par rapport aux économies d'échelle, à un moment donné, si tu sais que tu ne compétitionneras pas, tu ne mettras pas l'énergie qui va derrière ça. Mais la réalité, c'est de la grosse argent qu'on envoie justement à une compagnie américaine qui, en réalité, justement, c'est... Il fait de retomber au Québec. Peut de retomber au Québec, exactement ça. Oui. Une grosse année, 20 ans. En tout cas, ça commence gros. Priorité du Conseil québécois du commerce de détail cette année, ça va être quoi? Prochaines années? C'est quoi tes grands focus? Très bonne question. Encore une fois, on a nos dossiers sur lesquels on travaille et qui touchent le quotidien des commerçants, à savoir les taux de
d'interchange de cartes de crédit, les vols qui sont en train d'exploser, les gangs de rue qui sont en train de gangréner les grandes villes du Québec, les personnes âgées qui veulent rester au pouvoir, pardon, lapsus, qui veulent rester à l'emploi et qui ne peuvent pas parce que la législation les empêche de rester plus longtemps. On est en pénurie, malheureusement, d'emplois. La formation qui est endémique au niveau du commerce de détail, ça sont les dossiers qu'on travaille. Actuellement, je vous dirais que les gros dossiers qu'on va mettre sur la table, c'est les dossiers des plateformes chinoises qui sont en train d'envahir le Québec et le Canada et qui sont, je dirais, catastrophiques pour nos membres parce que c'est impossible de faire face à des commerces déloyaux. Et des villes, on parle de commerce circulaire tout à l'heure, mais des villes et des grandes métropoles ou des petites villes sans commerce, c'est la mort assurée. Et c'est impossible de faire face à des commerces, enfin, j'appelle pas ça des commerces, mais des produits en dessous de 5 $ qui ne sont pas recyclables, qui sont jetables et auxquels, dangereux, très dangereux. Et nos gouvernements ne font pas grand-chose pour ne dire rien du tout là-dessus. Donc, on a une deuxième prise de position incessamment sous peu, parce qu'on va être en élection fédérale. On n'a toujours pas eu de réponse en décembre à la demande qu'on avait faite pour savoir qu'est-ce qui se fait. Et donc, naturellement, l'idée, et la deuxième des choses, c'est de voir comment, en écoutant nos membres, on peut être capable de mettre en place des choses intelligentes qui vont permettre d'aider concrètement. J'ai écouté ce que tu disais avec la peinture, c'est hallucinant par rapport comment dirais-je, au gouvernement. J'ai visité, il y a 5 ans, j'étais invité par un pays, malheureusement, qui est en guerre, qui s'appelle Israël, mais la volonté de ce pays, et on a souvent copié leur façon d'être autonome par rapport au Québec, autonome au niveau de l'alimentation. Le Premier ministre, il y a quelques années, avait décidé de mettre en place un chef organisateur qui était directement encadré par le bureau du Premier ministre, et son job était de travailler avec les 10 plus gros ministères et d'imposer, d'utiliser et d'acheter des produits de leur pays. C'est par des actions comme ça qu'on va être capable de travailler et de voir comment on peut insuffler des produits québécois et travailler avec les fonctionnaires qui prennent leurs décisions, pas uniquement les politiciens. Exact. Donc, ça demande vraiment une nouvelle façon de gérer les choses. Et on pourrait imaginer plein de choses. Et c'est pour ça qu'il faut écouter les commerçants et voir de quelle manière on peut arriver à développer avec eux et les faire entendre au niveau des gouvernements. Donc, une année difficile, très difficile. Même, comment ça va pour la peinture? Ça va bien? Je dirais qu'on est, au niveau de la demande, spécifiquement, si on regarde les mêmes secteurs qu'on était dans l'année passée, de l'année précédente, c'est certain que l'économie a un impact direct. C'est plus au ralenti. Par contre, l'argument que je dis tout le temps, c'est que si tu as un petit budget, mais tu veux rénover, tu veux changer, la peinture, c'est la première chose que tu fais, parce que ça coûte tout. En comparatif avec tout ce que tu peux faire, c'est quand même pas très cher. Puis on a quand même un positionnement avec des produits qui sont abordables puis qui répondent, je pense, aux attentes du consommateur présentement. Ça fait que ça s'équilibre. On est chanceux où est-ce que dans notre division des revenus dans l'entreprise, on a à peu près entre 5 à 10 % de nos revenus qui sont vendus aux États-Unis présentement. Donc, le gros... Fait que c'est peu affecté. Très peu affecté présentement. Puis on travaille vraiment de concert avec une grosse partie de nos exports. C'est une compagnie québécoise qui est installée aux États-Unis. Donc, on travaille avec eux. Puis, on a une relation qui est très, très proche. On travaille vraiment on met beaucoup d'efforts pour essayer de mitiger l'impact. On est aligné. Je suis pas inquiet nécessairement par rapport à ça. Ce qu'on voit, par contre, qui est vraiment surprenant, puis qui est je dirais pas qu'il n'est pas surprenant, mais qui est un accélérant, je pense, puis qu'on essaie de matérialiser, c'est qu'il y a beaucoup de bannières qui, par le passé, justement, nous parlaient pas du tout. On essayait de les contacter, on avait des solutions qui étaient innovantes pour eux, on leur proposait des choix, puis c'était écoutez... on a déjà le fournisseur. On a déjà un fournisseur, puis encore une fois, si on retourne encore à l'essentiel, un peu, je pense, du message qu'on ramène, mais l'être humain va au plus facile. Fait que s'il y a une solution, ça fonctionne, puis bon, il y a déjà quelque chose, ils commenceront pas à avoir des discussions pour avoir des discussions. On a tous
seulement 24 heures dans une journée, puis je peux me mettre dans leur soulier. Ce que j'ai vu dans les dernières semaines, par contre, plusieurs de mes interactions avec certaines bannières qui, normalement, nous ne répondraient même pas ou qui nous diraient « Écoute, on n'est pas intéressé du tout », ont ouvert des discussions. On a vu beaucoup d'ouverture vers certaines bannières qui, habituellement, prennent une décision seulement sur le facteur économique, puis réalisent maintenant que la pression du consommateur, dans le momentum actuel, leur cause de réfléchir leur approvisionnement. Il y a plusieurs opportunités d'envergure présentement qui se présentent à nous. Je veux pas les célébrer ou agir comme si c'était conclu avant que ce soit conclu, mais au moins je vois une ouverture qu'on n'avait pas dans les dernières années, que maintenant, au moins, c'est rendu à notre travail de faire arriver une solution. C'est pas juste une barrière à l'entrée où tu es disqualifié automatiquement puis tu n'as même pas une chance d'appliquer sur quelque chose. Puis à quoi tu attribues cette ouverture-là? Au contexte? Le contexte, la pression des consommateurs. Puis il y a certaines bannières. Puis là, encore, je ramène beaucoup à notre industrie, là. Mais il y a plusieurs bannières, justement, grandes bannières au Canada qui, dans leur sélection de peinture, avaient 0 produit fabriqué au Québec. Au Québec ou au Canada, du tout, là. C'était 100% des joueurs américains. Puis non seulement des joueurs américains, mais des produits qui ne sont même pas fabriqués au Canada. Puis là, ils réalisent, ils regardent leur offre, puis ils disent « OK, on le faisait, c'était correct, c'était toléré, mais là, on se doit au moins de mettre de l'avant un produit qui est fabriqué au Canada. » Parce qu'en bout de ligne, c'est vraiment, ça devient une décision qui est économique pour eux. C'est vraiment, c'est des dollars, puis ils doivent être en mesure de pouvoir offrir quelque chose parce qu'ils savent que le consommateur qui va rentrer puis va poser une question au commis, il va dire « Est-ce que vous avez un produit canadien? » Il est forcé de dire non. Fait que je sens pas encore nécessairement le besoin de mettre complètement de l'avant, c'est comme première marque, mais au moins une ouverture d'avoir des discussions, de dire, OK, en deuxième marque ou avoir une option dans le line-up, c'est quelque chose qu'on commence à avoir une ouverture, puis notre stratégie présentement, c'est d'essayer de matérialiser sur ça, puis de prendre position. Puis c'est ce que je parle avec la plupart des entrepreneurs que je regarde autour. Encore une fois, je me considère excessivement chanceux parce qu'on est beaucoup moins touché que beaucoup d'entreprises. Je connais des entreprises qui 70% de leur chiffre d'affaires, 80% de leur chiffre d'affaires qui sont aux États-Unis, puis ça, c'est... Honnêtement, je ne sais pas comment ils font pour dormir. Là. Ça me bouleverse complètement quand je me mets dans leurs souliers. Là. Ouais. Mais ce que j'essaie de leur dire comme encouragement, c'est de dire, regardez, il y a des solutions ici localement. Le Canada, c'est quand même... C'est pas une économie qui est aussi grosse que les États-Unis, mais c'est quand même un pays d'envergure. Puis il y a des solutions, puis regardez les opportunités, ce que vous n'étiez pas capable de convertir dans le passé, puis prenez le temps de repasser autour de ça, puis regardez, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour ouvrir des portes que vous n'étiez pas capable d'ouvrir, parce que probablement vous allez avoir une écoute que vous n'aviez pas dans le passé. Nous, du moins, c'est ce qu'on voit. Probablement 3 à 4 différentes opportunités qui étaient pas du tout une option là, pour nous à considérer. Puis c'est des opportunités d'envergure quand même, là, qui soudainement, au moins, nous écoutent. Puis après ça, c'est notre travail on dit à bon québécois de mettre la POC dans le net. Là. Je vous remercie tous les deux d'être venus aujourd'hui. C'était vraiment agréable de vous parler. J'ai toujours un petit cadeau québécois aux gens qui viennent me voir. Fait que là, y a-t-il un de vous deux qui part dans le sud bientôt? Sud évidemment pas les États-Unis, là. Mais est-ce que quelqu'un s'en va en voyage? Est-ce que non? Non, non. Moi, non. Je dis, bon, Damien, tu as peut-être besoin d'un peu plus de soleil. Je te donne une crème solaire Attitude qui est fabriquée au Québec. Merci beaucoup. Et comme tu as un petit virus, je te donne des pastilles Sapineau qui sont fabriquées au Québec aussi, qui vont peut-être t'aider. Je t'en donne aussi à toi parce que tu vas peut-être attraper le virus de Damien. Et je te donne une crème notion hydratante de Cétafil qui est aussi fabriquée au Québec. Donc, c'est des produits découvertes. Ça me fait plaisir de vous les offrir. J'espère que vous allez les apprécier et qu'ils seront utiles et qu'ils feront peut-être partie de votre prochain panier d'achat. Absolument. Merci. Alors, merci à vous deux et je vous souhaite une belle année qui risque d'être quand même chargée, mais en même temps pleine d'opportunités. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.